que voulez-vous qu'on dise de vous à votre mort? Et est-ce que vous pensez que c'est important qu'on dise de vous que vous étiez mince ou jolie ou que vous saviez vous maîtriser sur la nourriture? Voilà, je finissais le repas du soir et 1 heure après, je mangeais un pain entier en tartine. Ouais. Avec du beurre et du miel. Ouais. Donc voilà, je calculais chaque calorie que je mangeais, je m'anticipais chaque menu, je faisais du sport à outrance, enfin, c'était devenu maladif, franchement. Je parlais plus que de ça, je pensais plus qu'à ça, il n'y avait absolument plus rien d'autre en fait. Aujourd'hui, je m'autorise absolument tout. Ouais. Mais plus je m'autorise tout, moins j'ai envie de choses mauvaises. C'est ça. Salut, c'est Haïdar et j'ai le plaisir de vous accueillir sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de faire la paix avec votre corps et la nourriture. Actuellement, je suis en train de me diriger au coworking Impact Hub à Lausanne parce que je vais rencontrer Laurence qui va aujourd'hui partager avec nous son histoire de galère avec la nourriture, son histoire avec les troubles du comportement alimentaire, ses variations de poids et surtout de comment est-ce qu'elle est passée d'une femme complètement complexée qui avait peur de manger et qui était menacée en permanence par la possibilité de prendre du poids à une femme qui est aujourd'hui libre, sereine et qui mange simplement en écoutant son corps. Si vous avez la moindre question ou la moindre remarque, vous pouvez nous la déposer en commentaire, on sera ravis de vous lire et d'y répondre. Et si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet épisode que vous pouvez écouter si vous en avez envie, simplement comme un podcast. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir grand chose à part nos visages sur l'écran, donc vous pouvez mettre vos écouteurs, faire la vaisselle, marcher, faire ce qui vous semble le mieux de faire et nous écouter. C'est parti. Bienvenue Laurence, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Simplement pour expliquer pourquoi est-ce que cette interview est faite en présentiel et pas sur Zoom comme mes autres interviews, et aussi pour expliquer pourquoi est-ce qu'on se tutoie et qu'on va avoir quelques familiarités. L'idée, c'est qu'avec Laurence, on s'est rencontrés ici, dans l'espace de coworking dans lequel je travaille, et on s'est rendu compte après qu'on avait certaines similarités dont on va parler aujourd'hui dans la vidéo, mais du coup, on a eu le temps de tisser un certain lien qu'on pourrait qualifier d'amical, peut-être. Peut-être. Gentiment. Ok. Bienvenue Laurence, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur cette chaîne. Ça fait un moment que tu regardes mes vidéos, que tu me fais des feedbacks sur mes vidéos, et évidemment, au bout d'un moment, on s'est dit quand est-ce qu'on en fait une ensemble? Clairement. Et merci de partager aujourd'hui un bout de ton témoignage avec moi et avec les gens qui vont nous regarder. Yes. Trop cool. Merci à toi et ravi si ça peut t'aider dans ton projet et surtout si ça peut aider d'autres personnes qui se reconnaîtront peut-être. C'est ce qu'on espère, absolument. Oui. Du coup, pour commencer, j'avais simplement envie de te laisser la parole, peut-être juste pour que les gens voient un peu qui tu es, ce que tu fais, ce qui paraît, toi, important de dire. Je te laisse la parole en quelques mots. Oui. Du coup, moi, je m'appelle Laurence. Je suis entrepreneur depuis maintenant 2 ans, donc je me suis lancée dans plusieurs projets, déjà dans le coaching, où je me suis formée en tant que master coach l'année dernière, et je propose du coup du coaching en développement personnel et vraiment accompagnement professionnel des gens. Et depuis cette année, j'ai lancé un petit projet à côté qui est devenu plus grand que prévu, mais où je fais des kits de bricolage qui s'appellent Kit & Craft. Et donc, où je propose aux gens d'acheter une box dans laquelle ils ont tout le matériel pour faire leur création eux-mêmes, parce que je pense que faire soi-même des choses, créer avec ses mains, etc., c'est un peu un retour aux sources que j'aime bien mettre en avant et que j'aimerais un peu promouvoir à travers ce projet. Génial. On mettra le lien de Kit & Craft en description. Comme ça, les gens qui ont envie d'aller découvrir ces kits qui sont vraiment géniaux, je les ai faits et je vous encourage à aller découvrir ce travail pour aller le voir. Est-ce que c'est disponible en France? Alors, pas encore, c'est en cours. D'accord. Voilà. Ok. Pour l'instant, c'est en Suisse, donc pour les Suisses. Tout à fait. Ok, génial. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire en gros sur ton parcours à la fois professionnel, mais aussi sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire de ta relation avec ton corps et la nourriture? Oui. Alors, donc moi j'ai eu un parcours avec mon corps qui n'a pas forcément été simple. En fait, je dirais autour de l'adolescence,
J'ai commencé à avoir quelques problèmes de poids, comme peut-être tout adolescent en connaît, des changements assez rapides, une perte un peu de repère de qui on est. Et moi, je l'ai assez mal vécu à ce moment-là. Donc, j'ai trouvé très à la mode de me lancer dans un régime. Parce que voilà, c'était le truc, on en parlait, il faut faire un régime. Donc, je pense que j'ai dû faire mon premier régime, j'avais 14 ans. J'ai mangé de la soupe pendant une semaine. Ah oui. Super idée. Ouais. Et puis, à partir de là, ça a été un peu les montagnes russes, dans tous les sens du terme. Je suis partie en fait une année en Allemagne, où j'ai pris énormément de poids. D'accord. Et là, ça a été extrêmement compliqué, justement. Toute cette perte de repères, plus mon corps qui m'obéissait pas comme je voulais, en fait, qui n'était plus du tout comme je voulais qu'il soit, où je me sentais grosse, pas belle. Donc ça a été super compliqué. Et je pense que c'est là que j'ai commencé un sacré combat entre moi et la nourriture. Où ça a été régime sur régime, problème, enfin voilà, où j'acceptais pas du tout en fait l'image que je renvoyais. T'as fait quoi comme genre de régime? Où j'ai tout fait, j'ai fait des régimes hyper protéinés, là où je mangeais vraiment des shakers de protéines, j'ai fait des régimes de soupe, de légumes, j'ai fait Weight Watchers pendant un moment aussi, où du coup j'avais peu de résultats en fait parce que c'était pas du tout fait pour moi au niveau de ma discipline. Donc j'ai essayé plein de choses. Moi j'étais vraiment à chercher les méthodes les plus rapides plutôt que la durée parce que je suis pas très patiente. Donc voilà, je faisais plein de choses, tout et n'importe quoi on va dire, pendant des années en fait. Après, j'ai reperdu du poids un peu naturellement avec le stress, les études, d'autres choses qui se sont peut-être stabilisées dans ma vie, qui ont fait que voilà, j'ai repris un poids assez normal. Mais moi, j'ai toujours senti que la nourriture était une peur en fait. Enfin, ça restait toujours une épée Damoclès un peu de me dire ça pourrait réarriver, je pourrais reprendre du poids. Et j'étais jamais en confiance avec ça. D'accord. Ok. Et est-ce que pendant ce parcours de régime, de diète, donc tu as eu des pertes de poids, des prises de poids, comment est-ce que tu te sentais avec la nourriture au quotidien? Comme je dis, pour moi, c'était l'ennemi public numéro 1, quoi. C'était extrêmement conflictuel. J'avais peur en fait de la nourriture, donc j'anticipais, j'essayais de réfléchir à qu'est-ce que j'allais manger. Savoir si voilà, j'allais tout à coup être dans un événement et qu'il y aurait plein de choses qui me feraient envie, d'essayer de manger moins avant pour être prête à pouvoir manger plus. Enfin, une espèce de calcul constant. Voilà, ce que je me rendais compte, c'est que plus j'essayais d'aller plus j'essayais en fait de me restreindre et plus j'essayais de faire attention, plus je tombais dans des choses qui me dépassaient. C'est-à-dire que je tombais dans des crises de compulsion énorme, que je ne comprenais pas. Pour la petite anecdote, je cachais de la nourriture dans ma chambre pour être sûre que c'était moi qui pourrais l'avoir. Enfin, je faisais des choses qui faisaient aucun sens en fait. Enfin, je commençais à vraiment me comporter d'une manière où je voyais qu'il n'y avait plus rien de naturel. Et ça, c'était... Ouais, ça fait peur. Enfin, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, ça devient vraiment de la compulsion grave, quoi. Ouais. Et là, pendant les compulsions, tu mangeais quoi comme type d'aliments? C'est quoi les trucs sur lesquels tu faisais des crises? Alors, ça pouvait être un peu n'importe quoi. Ce qui est assez marrant, c'est que moi, j'aime pas trop ce qui est sucré. J'aime pas trop le chocolat. J'aime pas ces choses-là. Et là, c'était ce genre de choses sur lesquelles je me jetais. Donc, en plus, même pas des choses que j'aimais particulièrement. Donc ça pouvait être tout et n'importe quoi. J'ai des souvenirs voilà, je finissais le repas du soir et une heure après, je mangeais un pain entier en tartine avec du beurre et du miel. Donc voilà, aucun sens. Enfin, je faisais des choses vraiment comme ça. C'était plutôt sur le sucré que je me tournais, alors que je suis pas du tout quelqu'un de sucré d'habitude. Est-ce que ça a duré longtemps? Ça a duré un moment, ça a duré, je dirais, toute l'adolescence jusqu'à une bonne dizaine d'années, donc jusqu'à il y a 4-5 ans, 4 ans, où j'ai commencé à avoir, où il y a eu en fait un peu une prise de conscience assez brutale, on va dire, mais où tout à coup, il y a eu une nouvelle perte de repères qui a fait que
que c'était plus possible, quoi. Enfin, que je me suis rendu compte qu'il fallait régler ça une bonne fois pour toutes parce que j'allais pas vivre toute ma vie avec cette peur-là et avec ces problèmes-là, en fait. Ouais. Ça m'intéressait plus, quoi. Donc, Et justement, avant d'avoir cette prise de conscience, est-ce que tu savais déjà que tu avais un problème? Et est-ce que tu avais conscience qu'en fait ça ne jouait pas avant de savoir qu'il y avait d'autres moyens qui étaient envisageables? Moyennement. J'ai mis du temps à penser que j'avais un problème. Ouais. Pour moi, le problème du poids était un problème que tout le monde avait. Je sais pas, toutes les filles devaient faire attention à leur poids. Enfin, ça, je pense que c'est aussi très, maintenant avec du recul, très éducatif et très familial. Enfin, c'est des choses qui sont venues aussi un peu en héritage avec moi. Et je me suis rendu compte, maintenant je me rends compte qu'en fait non, il y a des gens qui vivent très bien avec leur poids toute leur vie sans problème, mais pour moi c'était un peu la norme. Normal. Ouais. Donc j'ai mis du temps à déjà réaliser que j'avais un problème avec ça. D'où je pense effectivement la prise de conscience qui a été très lente et après que j'ai réussi aussi à adapter à ma vie. Donc il y a des moments dans ma vie où j'arrivais à lisser ça parce que j'étais occupée, parce que j'avais mes études, parce que j'avais d'autres projets et où quelque part j'arrivais à mettre ça dans une partie qui prenait pas trop d'importance. C'est ça, où c'était pas trop douloureux. C'était plutôt dans les périodes de transition ou de perte de repères, comme tu le disais, que ça devenait plus apparent. Clairement. Alors clairement, c'était toujours là. D'ailleurs, dès qu'il y avait un changement, je sais pas, même j'ai vécu une fois une rupture amoureuse, ma peur était est-ce que je vais à ce moment-là reprendre du poids, quoi. Alors que j'aurais pu me poser mille autres questions à ce moment-là. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Est-ce que je vais me sentir? Oui, c'est marrant. Je vais me sentir pas. On a le focus. Mais voilà, la première crainte, c'était celle-là. Donc effectivement très lié aussi à la stabilité du reste de l'environnement. Absolument. Et c'est marrant que tu dises ça parce que pour moi aussi, tout ce cheminement, il a démarré après une grosse rupture amoureuse. Et beaucoup des gens qui me contactent aujourd'hui sont justement dans des grosses phases de transition, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel. Mais en tout cas, dans les phases de transformation où en fait, il y a une métamorphose qui se fait et où la douleur et la tension avec la nourriture, en fait, on a besoin de cette énergie pour faire autre chose que contrôler son corps, puis on n'en peut plus, en fait. C'est ça. Et moi, ça m'étonne pas du tout, en fait, ce que tu dis. Et moi, en l'analysant sur moi, c'est effectivement exactement comme ça que ça s'est passé. C'est que finalement, quand on perd nos repères, c'est un peu toutes nos peurs qui ressurgissent. Et si celle-ci n'est pas réglée, forcément, c'est la première qui va revenir. Enfin, c'est plus facile, en gros, de s'occuper de ce qu'on met dans notre assiette et de son poids quand on perd nos repères que de réfléchir aux problèmes de fond. Je suis absolument d'accord et avec à ça. se demander pourquoi est-ce qu'on se sent seul, pourquoi est-ce qu'on est si mal. Enfin, voilà. Donc c'est un peu la facilité en fait peut-être de revenir à juste cette apparence ou ce problème de poids. C'est ce que j'appelle la zone de confort du contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, on contrôle notre alimentation parce qu'on n'arrive pas à contrôler le reste des événements dans notre vie. Et que du coup, c'est une emprise qui est beaucoup plus... Totalement. Et des fois, moi, je rencontre des profils de personnes qui ont même pas à la base tellement de problèmes avec leur poids ou avec leur image corporelle, mais qui ont juste un besoin de contrôle qui est tellement fort à un moment donné que voilà, dans le premier truc à contrôler, le truc le plus facile, c'est le corps et la nourriture. Ok, donc finalement, comme quoi on voit que dans les parcours, il y a des sacrées similarités. Et du coup, tu as parlé d'une prise de conscience. Quel a été le déclencheur de cette prise de conscience pour toi? Alors, le déclencheur, il s'est passé en 2018. D'accord. Assez clairement, justement, je rentrais de voyage, j'avais repris un petit peu de poids, pendant une année de voyage, mais rien, comme tu dis, rien de fou. Je pense que des gens qui me voyaient n'auraient même pas pensé que j'avais du poids en trop. Mais pour moi, c'était de nouveau retomber un petit peu dans cette perte de maîtrise quelque part. Donc, et là, justement, grosse perte de repères, je rentrais de voyage, j'avais pas de travail, j'étais seule, beaucoup de choses que je devais reconstruire ici. Et donc, je me suis focalisée, alors j'ai vraiment mis toute mon énergie sur ce problème de poids, quoi. Donc là, c'est tombé dans des extrêmes proches de la folie quand même pour moi. Où je calculais chaque calorie que je mangeais, je m'anticipais chaque menu, je faisais du sport à outrance, c'était devenu
maladif, franchement. D'accord. Je parlais plus que de ça, je pensais plus qu'à ça. Il y avait absolument plus rien d'autre en fait. Ouais. Pendant, je pense que ça a bien duré 6-8 mois. Ah ouais. Ouais. Et la prise de conscience, alors elle a été de gens aussi à qui j'en ai parlé, de rencontres que j'ai faites, mais notamment d'une personne qui a, dans le développement personnel et qui posait une question, que voulez-vous qu'on dise de vous à votre mort? Et est-ce que vous pensez que c'est important qu'on dise de vous que vous étiez mince ou jolie ou que vous saviez vous maîtriser sur la nourriture? Et je crois que ça a été quand même pour moi une question, un déclic énorme parce que je me suis dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous quoi. Ouais, ça avait aucun sens, surtout que je me considère comme plein d'autres choses en fait que ça. Ouais. Et que même j'aurais pas envie d'être vue juste comme une fille mince et jolie. Enfin, ça m'embêterait qu'on pense que ça de moi. Ouais, que ce soit ce qu'on retienne de ton passage sur Terre. Ouais. Et voilà, c'est ça. Donc je pense que là, il y a eu vraiment quelque chose où je me suis dit, mais oui, je suis mille autres choses, quoi. Je suis, il y a plein d'autres qualités que je veux mettre en avant, que je veux développer, sur lesquelles je veux travailler, que je veux montrer aux gens bien plus que juste ma minceur ou ma beauté ou quoi que ce soit. Enfin, ça veut rien dire pour moi, quoi. Ouais. Et mais c'est vrai que, je m'excuse, je te coupe, mais c'est vrai que ça demande aussi de t'émanciper de certaines attentes culturelles de notre société qui quand même demandent particulièrement plus aussi aux femmes de correspondre à un certain nombre de critères et de faire limite allégeance à cette culture de la minceur, de la beauté, et je pense, des injonctions par rapport à ça. C'est ça, et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque part dans cette recherche de perfection. Moi, c'est vrai que j'ai grandi aussi dans un environnement comme ça où être une femme belle et mince, c'est une norme et c'est signe de réussite, signe de succès. Alors qu'aujourd'hui, deuxième question que je me suis posée, si j'avais une fille, est-ce que c'est ça que je voudrais lui demander? Est-ce que j'aimerais que ma fille soit mince et belle, ou est-ce que j'aimerais que ma fille soit intelligente, s'adapte facilement, sympathique, ouverte? Au fond, il y a mille autres choses que j'attendrais. Donc, ces injonctions, elles sont très très fortes et forcément, elles nous mettent dans un moule quand même d'une certaine manière, surtout quand on est quelqu'un qui aime le contrôle, quoi. Ouais. Forcément. C'est clair. C'est ça. Donc, tu as eu cette question qui t'a fait ce déclic. Est-ce qu'ensuite, tu as eu besoin de beaucoup de temps pour métaboliser les concepts qui sont autour du fait d'un lâcher-prise, ou comment est-ce que tu as avancé un peu sur ce parcours en disant je passe d'un mode où je me restreins à fond à un mode où je commence à m'écouter? Alors, à ce moment-là, j'ai trouvé un accompagnement qui me correspondait vraiment, qui m'a complètement parlé parce que c'était ce que je vivais, j'avais l'impression. Donc, je me suis un peu lancée là-dedans. Et je dirais que moi, la transition, elle s'est faite sur plusieurs phases. La première, ça a été se lâcher prise. Où mange ce que tu veux, fais comme tu veux, arrête en fait, lâche quoi. Ouais. Et ce lâcher prise, il a été étonnamment facile, je dirais. Moi, il m'a surpris en facilité. D'accord. Je pensais que je n'y arriverais jamais, en fait, parce que ça faisait justement des mois et même des années que je traînais ça. Ouais. Mais en fait, je crois que j'étais arrivée à je me fatiguais tellement avec ce problème et je mettais tellement d'énergie, je perdais en fait tellement d'énergie là-dedans que tout à coup, c'était un peu un souffle, quoi, un nouvel air, quoi, de pouvoir dire non, en fait, c'est quoi, laisse tomber, quoi. Et à ce moment-là, j'ai complètement lâché prise. Ok. Ça a été du jour au lendemain. Ok. Vraiment, comme moi, du coup. Voilà, on m'a dit lâche prise, j'ai fait. Ouais. On m'a dit ok, l'exercice 1, je fais. Ouais. Et j'ai fait comme ça. Et en fait, ça a été étonnant parce que j'ai mangé, je pense, pendant 2 semaines, 4000 calories par jour. Je faisais absolument n'importe quoi. Je mangeais à midi, je mangeais à 13h, à 14h, à 16h. Tout à fait. Donc cette phase de faim extrême, forcément quand tu lâches. J'avais besoin de me nourrir, j'avais besoin de manger tous ces trucs que je m'étais interdit. J'avais besoin de me montrer. Je sais pas, j'avais besoin d'abondance, quoi. C'était impressionnant. Ouais. Et en même temps, j'étais hyper sereine, en fait. Je le vivais beaucoup moins mal que ce que j'aurais pensé vivre. Incroyable. Ouais. Et comment tu l'expliques ça? Je crois justement cette liberté en fait.
c'est soulagement en fait de lâcher quoi. Parce que je crois que je m'étais enfermée dans un tel problème, dans lequel je pataugeais depuis des mois et dans lequel j'arrivais plus à sortir, que tout à coup c'était un nouveau souffle quoi, vraiment de me laisser faire ce que je voulais quoi. Et donc non, ça a été assez facile, le début a été facile. Vraiment, je dirais que cette première période, alors j'ai repris du poids, mais voilà, ça faisait partie de l'exercice, je savais que ça pouvait arriver, je savais que... Dans l'accompagnement que tu avais pris, on t'avait prévenu que tu risquais de prendre du poids, que tu allais avoir cette faim extrême, que ça faisait complètement partie du processus, que c'était ok, tu as pu faire confiance à ça. J'ai fait confiance parce qu'étant donné que ça se passait exactement comme c'était décrit, j'y croyais parce que voilà, l'accompagnement disait qu'on aurait cette première phase de manger n'importe quoi, de ne pas comprendre pourquoi on faisait ses choix alimentaires, de faire n'importe quoi. Et en fait, vu que je le vivais clairement et que même moi je ne comprenais pas, je disais effectivement, il faut laisser faire, c'est que ça doit se faire. C'est clair. Et je revenais dans quelque chose de plus intuitif aussi. J'avais l'impression d'écouter plus en fait de ce qui se passait, puis ça me faisait du bien. Donc je faisais, je laissais faire. Et là, du coup, tu avais envie de quoi comme type d'aliment pendant cette période de lâcher prise, d'anarchie alimentaire? Alors, toujours les tartines au miel. Ok. Les fameuses. Ok, interdites, les tranches de gâteau. Je pense que j'ai dû manger, des tartes aux fruits dans tous les sens. Voilà. Ok. Et je pense me faire des énormes assiettes, des plâtés de pâtes, de trucs, de choses que je ne faisais plus depuis longtemps. Moins sucré finalement. Je suis repartie par contre sur des choses que j'aimais. Les tartes aux fruits ou quoi étaient des choses que j'adorais vraiment. Le chocolat m'a plus du tout fait envie. D'accord. Justement, il y a eu plein de petites choses comme ça qui se sont ajustées en fait très naturellement parce que ces choses que j'aimais pas de base, j'en avais pas envie vraiment. Alors que des choses effectivement qui m'avaient toujours, que j'ai toujours aimé depuis petite, me revenaient et puis j'en mangeais beaucoup et puis ça me faisait plaisir. Ok, trop génial. Et comment ça s'est développé ensuite? Est-ce que donc là tu étais dans la phase, moi ce que j'appelle d'anarchie alimentaire. Donc voilà, t'as plus d'horaire, t'as plus. En fait, vu que tu as passé tellement de temps à ne pas t'écouter, puis à écouter des règles qui viennent de l'extérieur, la transition entre les règles de l'extérieur et les règles de l'intérieur, c'est-à-dire mes envies, mes besoins, mes désirs, la transition, elle secoue un petit peu parce que t'en sais rien en fait de tes désirs. Puis surtout, ton désir, c'est de faire ce qu'on appelle un refit, c'est-à-dire que ton métabolisme se relance, que tu manges beaucoup de calories pour compenser tous les manques, toutes les frustrations, à la fois physiologiques mais aussi émotionnelles, psychiques que tu as fait pendant toutes ces années. Donc cette phase-là, comment est-ce que tu es passé de la phase d'anarchie à une phase plus de régulation? En fait aussi assez naturellement finalement, même assez rapidement je trouve. Je pense que l'anarchie elle a duré pour moi peut-être 10 jours vraiment violents et ensuite elle s'est quand même très vite calmée en fait. Donc j'ai tout de suite senti en fait que j'avais de nouveau envie, je sais pas, d'une salade quoi, ou des trucs que j'aurais même pas pensé qui avant pour moi étaient synonymes de régime ou de restriction. Non en fait tout à coup ça me refaisait envie et finalement assez vite. Donc ça s'est, je dirais, ça s'est régulé de manière assez naturelle, assez rapide. J'ai pas eu une anarchie. Effectivement, pour le coup, moi j'ai eu une phase d'anarchie qui a duré, je pense, beaucoup plus longtemps que toi. Et dans ce que j'observe, ça dure généralement plus longtemps. Enfin, en fonction tu vois, du profil de la personne, de combien de temps, et puis de la violence de la restriction aussi. Je pense que c'est des périodes qui sont très... Puis aussi de la capacité à lâcher prise rapidement, tu vois. Là, tu le dis, tu as réussi à lâcher prise, à ne pas te sentir coupable, à manger tout ce que tu voulais très rapidement. Donc les choses se sont faites très très rapidement. Maintenant, je pense que si tu avais été dans la même situation, mais que ça avait été un peu plus compliqué, dans le sens où tu manges tes tartines parce qu'on t'a dit de les manger, mais que quand même tu te dis mais je suis pas sûr, et tu ressens de la culpabilité, etc. C'est pas grave, c'est normal, ça fait partie du processus, mais probablement simplement juste que la faim, du coup, risque de durer peut-être plus longtemps, d'être prolongée sur une phase de temps qui est plus longue. C'est ça. Non, alors je pense qu'effectivement, moi, ça a été très, très fort, mais aussi parce que j'étais arrivée à un point dans lequel j'étais complètement prête à cette démarche et c'était le moment, quoi. Et après, en parallèle de ça, il y a aussi tout un travail de se poser la question
pourquoi j'ai mis tout mon focus là-dessus, et c'est quoi derrière, qu'est-ce qui se passe derrière, et ça a été aussi un gros travail que j'ai dû faire après, du coup, de réfléchir à finalement c'était quoi les émotions que j'essaie de cacher dans cette nourriture, ou c'est quoi les trucs que j'ai pas envie de voir de ma vie qui me plaisent pas actuellement, que j'ai envie de changer. Enfin, je pense qu'après il y a toute cette phase plus personnelle en fait, où on enlève la barrière nourriture. C'est ça. Puis on regarde sous le tapis tout le reste, quoi. Et puis je pense que ça a été tout un travail encore à faire, où aussi j'étais accompagnée, mais à faire après, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est ce que je dis, moi je vois aujourd'hui les troubles du comportement alimentaire plus comme une opportunité de se rencontrer, de se découvrir. C'est une porte, et quand tu ouvres cette porte, tu découvres en fait plein de choses qui sont à la fois inconfortables et difficiles à rencontrer, mais à la fois qui sont des opportunités énormes parce qu'elles peuvent transformer ta vie. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, ta vie c'est beaucoup transformée. Alors, d'un point de vue nourriture et corps, mais surtout d'un point de vue qualité de vie, professionnelle, relation, te connaissant, tout a changé depuis là. Oui. Et surtout parce que tu as fait cette démarche. Si aujourd'hui tu étais encore dans cette démarche de régime, de se contrôler, etc., est-ce que tu aurais suivi le même parcours? Peut-être que non. Probablement pas. Ouais. Vrai. Et ma question, tu sais, il y a différentes approches. On voit beaucoup de choses par rapport aux créateurs de contenu sur le lâcher prise, le fait pendant le lâcher prise de mettre des aliments industriels, le fait de manger lentement, le fait de manger en pleine conscience, le fait de manger intuitivement. Est-ce que toi, c'est des outils que tu as utilisés pendant la phase de lâcher prise, ou est-ce que tu mangeais devant la télé, ou est-ce que tu mangeais en étant distraite? Non, alors moi c'était l'anarchie totale. D'accord. Je mangeais peut-être en 1 minute dans ma voiture. Non, il n'y avait aucune règle. Okay. Il y avait vraiment aucune règle. Parce que justement, quelque part, le lâcher prise voulait dire plus de règles. Ouais. Donc je pense que j'ai bien réussi cette phase. En parallèle de ça, je faisais beaucoup de sport. J'ai essayé de faire beaucoup de sport pour compenser. Ça a été plus difficile à lâcher. D'accord. Je pense que c'était la partie que j'essayais de... Ok, disais la nourriture, mais... Voilà, là, je restais un petit peu dans les règles. Il faut y aller 3 fois par semaine, faire ci, faire ça. Enfin, j'étais un petit peu plus... j'étais moins dans le lâcher prise là-dessus. D'accord. Mais par contre, non, alors au niveau nourriture, il y avait plus de filtre, quoi. Ok. Et est-ce que rétrospectivement, tu penses que c'était la bonne méthode à suivre, ou est-ce que tu dis a posteriori que tu aurais dû, pendant cette période de lâcher prise, essayer de manger lentement, sans distraction, en étant en pleine conscience, en faisant des exercices de gestion du stress, des choses comme ça? Moi, je pense pas. Personnellement, je pense que justement, tous nos schémas mentaux se créent par la restriction, par les règles, par le contrôle, quoi. Ouais. Donc à un moment donné, il faut expliquer à notre cerveau que non, en fait, il n'y aura plus de contrôle, et qu'en retournant à l'intuitif, ça va très bien se passer. Et moi, franchement, ça s'est vraiment prouvé, quoi. Enfin, j'ai vraiment vu, ressenti vraiment de quoi j'avais envie, ce qui me faisait plaisir de manger, moins plaisir. Et tout ça, je l'avais perdu depuis des années. Donc le fait de retrouver ça, ça m'a vraiment plutôt donné confiance sur ce lâcher prise, quoi. Et est-ce qu'en faisant cette démarche, tu avais 100% confiance, dans le sens où tu te disais je vais lâcher prise et m'autoriser à manger tout ce que je veux jusqu'à la fin de ma vie? Ou est-ce que tu avais un peu une voix dans ta tête qui disait ok, je teste le lâcher prise pendant 2-3 semaines, je regarde comment ça se passe, mais si jamais je reviendrai au contrôle? Alors, je pense que la phase de lâcher prise, elle a été tellement brutale que je pensais pas vraiment pouvoir revenir complètement en arrière. Ouais. Ça me paraissait presque pas possible. Ouais. Mais j'avoue qu'il y a eu cette phase de lâcher prise très, très géniale, enfin vraiment super bien, que j'ai très bien vécu. Mais après, ça a été une phase plus difficile, les quelques mois plus tard, je dirais les 3, 6 mois, 8 mois plus tard, où là, on s'écoute mieux, on sort de ces régimes, on sort de ces schémas-là, mais tout à coup, c'est un peu comme la motivation, quoi. Elle redescend un peu, et puis tout à coup, on se retrouve devant nos peurs dans une autre nouvelle situation, mais tout à coup, on se dit « Ah, mais mince, je devrais peut-être pas manger ça ce soir ». On retombe en fait un petit peu dans ces schémas, mais bien plus tard. Ouais. Et moi, je dirais que c'est plutôt là que j'ai dû continuer le travail. Où là, je me suis rendu compte, quelques mois plus tard quand même, je pense que c'est vraiment un travail qui prend du temps, même si le début peut aller très vite. Ouais. Parce qu'après, il faut apprivoiser en fait ces nouveaux schémas. En fait, il faut les comprendre, il faut comprendre comment on fonctionne nouvellement, quoi.
il faut apprendre à vivre avec ces nouvelles données un petit peu, je dirais. Et puis il faut comprendre derrière les peurs de nouveau. Donc ça veut dire, moi, voilà, peut-être 6 mois après, ça m'est arrivé, sûrement, clairement, de me redire ah mais là, il faut que je fasse attention, je pourrais peut-être refaire un régime. Alors, je suis jamais retombée dedans et j'aurais jamais pu, je pense. Mais rien n'empêche que tout à coup, les pensées sont là. Ouais. Et ce qui est intéressant là, je pense, c'est vraiment de se poser la question, pourquoi ces pensées, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi de nouveau la perte de repère qui fait que je me recentre sur ce problème-là, enfin, qu'est-ce qui est en train d'arriver, quoi. Et puis, c'était gérable, mais je dirais que cette phase-là a été longue et ouais, c'est un cheminement après, vraiment. Ouais. C'est juste ce que tu dis, et c'est vrai que moi je mets souvent le focus pendant les accompagnements sur la capacité à observer presque dans une posture de méditation ces dialogues internes. Parce que du coup, en fait, cette voie de restriction, c'est tout à fait normal. Moi, je le dis, il y a encore des jours où moi-même, je vis encore des pensées restrictives, mais elles n'ont plus d'impact sur moi et plus, tu vois, d'emprise sur moi, parce que j'ai développé cette capacité à les reconnaître, à les observer, tu vois. C'est comme si j'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui était la voix du contrôle, de la restriction, du jugement, etc., etc. Et de temps en temps, cette petite voix, elle revient, parce que elle fait un peu partie de moi, et elle revient, mais simplement, l'idée, c'est pas de la rejeter en bloc et de lui dire je ne veux pas t'entendre, mais je pense que plus on résiste, plus ça persiste. L'idée, c'est plutôt d'accueillir, de dire ok, j'entends que cette petite voix me dit que je devrais me servir un petit peu moins ou ne pas manger ce dessert, mais je sais ce que cette petite voix, où elle m'a amené, je décide que merci pour le message, mais je n'en ai pas besoin et je vais me resservir d'une deuxième assiette et je vais manger ce dessert s'il me fait plaisir et si j'en ai envie. C'est ça. Et c'est exactement ce que tu décris là, c'est-à-dire que tu l'as eu la voix, mais que tu ne l'as pas cru, tu ne l'as pas donné de crédit. Exactement. Et je pense que ça, c'est vraiment après tout un cheminement à faire, d'apprendre à l'entendre. Et comme tu dis, à se positionner en observateur en fait de cette voix et pas juste il faut faire comme elle dit. Et vraiment séparer les deux choses pour faire ses choix, rester dans cet intuitif, qui est cette confiance de son corps et puis de savoir que ça va le faire. Et cette petite voix qui est là à voir tous les risques, tous les problèmes, tout ce qui pourrait arriver, quoi. Ouais, tout à fait. Effectivement, c'est un chose. Et est-ce que là, tu as eu l'impression pendant tout ce processus, est-ce que tu étais encore accompagné et est-ce que tu as eu l'impression que l'accompagnement était juste pour toi? Est-ce que tu penses que tu aurais vécu le même parcours sans accompagnement? Alors, je pense pas que j'aurais réussi à faire tout ce lâcher prise sans accompagnement de cette manière. D'accord. Clairement, parce que j'aurais pas utilisé ces pistes-là. Enfin, jamais ça me serait venu à l'idée d'un jour au lendemain tout manger n'importe comment. Donc, j'aurais pas fait le cheminement dans ce sens-là. D'accord. Donc, non, je pense que l'accompagnement était vraiment hyper important pour moi. Par contre, dans la deuxième phase, je savais que l'accompagnement, à un moment donné, que c'était à moi de chercher les réponses et que l'accompagnement pouvait m'aider, m'accompagner, mais que c'était à un moment donné à moi de m'introspecter un petit peu, d'aller plus profond que tout ça. Mais clairement, alors c'est sûr que ça m'a aidé dans ce début. C'était pour moi... je ne m'en serais pas sortie sans cet accompagnement. D'accord. Et après cette phase, comment est-ce que tu as résolu ça et surtout aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec la nourriture? Alors, dans cette phase-là, j'ai eu justement un peu les hauts, les bas, beaucoup de travail à faire un peu sur moi-même aussi, je pense. Et en fait, beaucoup d'observation de ce qui se passait, comment je mangeais, pourquoi je mangeais comme ci, comme ça, qu'est-ce qui me faisait envie. Et je pense qu'il y a eu une deuxième prise de conscience, je ne pourrais pas vraiment dire quand celle-ci, de tout à coup me dire en fait, mon corps, qu'avant j'avais toujours un peu séparé de moi, il y avait moi et mon corps, alors que là tout à coup on faisait plus qu'un, quoi. Et je pense que du moment que c'est venu comme ça, j'avais juste envie de faire du bien à mon corps. Et là ça a été la troisième phase presque, je dirais, de tout ce cheminement où j'ai commencé en fait à manger parce que j'avais envie de faire du bien à mon corps. Donc, ou même en fait aujourd'hui, justement, voilà, je réponds à tes deux questions. Aujourd'hui, ça me fait plus tellement envie de manger des trucs mauvais pour mon corps. Vraiment, ça me limite, ça me retient, quoi. Enfin, ça me dégoûte presque certains trucs.
qu'avant m'aurait fait envie, ou j'aurais eu l'impression d'être dans la restriction si je mangeais pas la pizza, machin. Ouais. Aujourd'hui, je vais plutôt être là, en fait, après je vais pas être très bien, et puis en fait c'est pas si bon que ça, et puis enfin, je pense qu'il y a maintenant une toute autre approche en fait où mon corps, j'ai envie d'en prendre soin, ouais. Et c'est hyper important pour moi ce que je lui donne, et c'est plus du tout une restriction au niveau mental de pas manger un truc pas bon en fait, ouais. Enfin pas bon, pas sain, ouais. Mais c'est non, c'est juste qu'en fait j'en ai même pas envie parce que ça fera pas du bien à mon corps. Donc il y a eu vraiment cette troisième phase, je suis rentrée dedans à un moment où tout à coup c'était je veux prendre soin de moi, et tout ce que je mange et tout, ça doit être en lien avec ça. Alors après, il y a aussi le plaisir là-dedans. Moi, aujourd'hui, je m'autorise absolument tout. Ouais. Mais plus je m'autorise tout, moins j'ai envie de choses mauvaises. C'est ça. C'est ça. Ouais, et je disais, je rigolais l'autre jour, moi j'ai toujours un petit péché mignon avec les pains au chocolat. Okay. Et ces derniers temps, j'en ai mangé de temps en temps, et en fait j'ai même plus tellement de plaisir, quoi. Okay. Et je me disais, mince, c'est ouais, c'est vrai, oui, c'est juste. C'est dommage, mais en fait, peut-être qu'il y a ce contraire qui arrive de me dire, ouais, il y a aussi tout un mythe autour de choses. On est là, mais c'est tellement délicieux, mais peut-être parce que c'est un peu interdit, ouais. Un peu malsain, un peu voilà. Alors qu'en fait, aujourd'hui que je peux en manger 12 par jour si j'ai envie, ils me font beaucoup moins rêver, quoi. Et l'autre jour, vraiment, j'en mangeais un et je disais, ouais, c'est un peu surfait. Donc, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que je pense que quand on est encore dans une tension avec la nourriture, on a du mal à s'imaginer en se disant, mais non, mais moi j'aurais tout le temps envie de manger des pains au chocolat, et du matin au soir si possible. Et c'est marrant, parce que j'ai une coachée que j'ai accompagnée qui me disait ça aussi. Elle me disait, Haïdar, le seul truc que j'aurais voulu que tu me dises plus en début d'accompagnement, c'est profite du plaisir que tu éprouves en mangeant de la nourriture, parce que maintenant que j'ai une meilleure relation avec la nourriture, tous les aliments qui étaient tellement jouissifs, ou limite tu les manges et tu as l'impression d'avoir un orgasme en les mangeant, une fois qu'ils sont autorisés, ils sont toujours bons. Le gras, le sucré, le salé, tu vois, c'est bon gustativement et génial, parce qu'il faut quand même avoir du plaisir en mangeant, c'est hyper important, tu vois, c'est quand même fait pour ça. Mais en fait, il n'y a plus cette excitation de l'interdit. Et donc c'est beaucoup moins agréable. Maintenant c'est vrai que c'est une différence, parce que moi je consomme encore beaucoup d'aliments qui sont industriels en y prenant beaucoup de plaisir, mais effectivement c'est vrai que c'est une question qui se pose de comment est-ce que ça évolue. Et du coup toi tu as l'impression que, tu vois, justement, est-ce que tu as l'impression d'opérer un choix alimentaire, est-ce que tu as l'impression de faire appel à ton mental pour choisir ce que tu vas manger ou pas? Alors étonnamment je dirais non. D'accord. Franchement non. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, j'écoute, je sais en fait ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, et je mange, ce qui me fait plaisir. Il y a beaucoup moins de réflexion sur ce que je pourrais manger, ce que j'aurais envie, etc. Mais aussi il y a moins d'attente en fait. Avant, je pense que ma vie tournait sur ce que j'allais manger à midi, quoi. C'était ma pause des midis, puis le bon repas, et puis il y avait énormément d'attente aussi du repas, quoi, parce que je pense que c'était là que je trouvais mon plaisir, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, ma vie, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres projets, il y a plein de la nourriture, elle est vraiment passée en second, voire troisième plan. Elle a repris sa place de nourriture, quoi. Clairement. Ouais. Et alors, j'en suis pas encore à oublier de manger parce que j'ai toujours faim, donc ça m'arrive pas. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que je me pose beaucoup moins la question, je suis beaucoup moins dans l'anticipation de me dire je pourrais manger ci, ça, etc. Et ce qui est intéressant aussi, j'ai dû, là dernièrement, les derniers mois, arrêter de manger du gluten, du lactose, pendant quelques mois pour voir, parce que j'avais pas mal de problèmes de digestion. Et c'était hyper intéressant parce que je me suis dit, jamais, il y a quelques années, j'aurais été capable d'arrêter de manger du gluten ou du lactose. Enfin, ça aurait été une restriction, ça aurait été un empêchement. Ça aurait déclenché énormément de peur, de problèmes, et probablement de nouveau ces phases de compulsion et tout. Et quelle est la différence justement avec la toi du passé, la toi d'aujourd'hui, qui arrive à ne pas manger du gluten sans que ça déclenche de réaction? Justement, en fait, cette prise de conscience qu'en fait, c'est plutôt pour ma santé, que en fait, ça me fonctionnait pas avec mon corps. Alors maintenant, je peux en manger, donc je suis très contente,
que quelque part ça me crée de la fatigue, ça me crée des troubles, que j'avais pas non plus envie de mettre mon corps à mal. Enfin voilà, notre corps c'est une belle machine, donc il faut aussi l'entretenir et puis lui donner des bonnes choses. Et puis s'il supporte pas bien le gluten, ça sert à rien de lui en donner, quoi. Enfin, c'est mauvais pour lui. Donc je pense qu'il y a vraiment toute une autre démarche là derrière qui m'a fait facilement finalement arrêter. Et est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que la peur de grossir est encore présente? Est-ce que c'est un truc qui des fois t'effraie, te dit tu vois, est-ce que tu as l'impression que ça plane encore ou pas? Franchement, je pense pas forcément. Ok. Aussi parce que voilà, je me sens tellement mieux dans mon corps, je me sens tellement mieux dans ma vie en général et je suis tellement plus armée à régler les problèmes là où ils sont qu'avant, que j'ai plus l'impression que ce serait ça le focus, et que si ça arrivait, je serais beaucoup plus apte à réagir en fait. Donc ça me fait beaucoup moins peur que ça arrive. Après, si ça arrivait, j'avoue que je ne sais pas exactement dans quel état d'esprit ça me mettrait, mais je me sens complètement en confiance que ça n'arriverait pas, en fait. C'est ça. C'est marrant, j'ai la même chose. Voilà. C'est plutôt que j'ai l'impression que c'est plus trop possible, dans le sens, oui, on dit avec l'âge, on peut prendre du poids, peut-être. Bien sûr, mais j'ai aussi l'impression que mon corps, aujourd'hui, on s'est apprivoisé, quoi. Puis on a appris à collaborer ensemble, et puis je le comprends, je sais de quoi il a besoin, je communique, je suis calme, donc ça fonctionne pas mal. Donc j'ai pas non plus l'impression que tout à coup je pourrais reprendre du poids, ou alors de nouveau une énorme perte de repères, mais dans ce cas-là, je serais extrêmement plus armée pour c'est ça, tu as les outils maintenant. C'est ça, donc je crois pas que je focaliserais sur la nourriture, ce serait plus du tout mon choix, je pense. Tu vois, je me permets de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que je trouvais ça monstre intéressant. Tu disais, dès le moment où j'ai compris finalement que mon mental et mon corps ne faisaient plus qu'un, et qu'en fait c'était là pour collaborer, et c'est exactement ça, en fait c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'appeler ma méthode et ma chaîne Pacification Alimentaire, parce que l'idée c'est que quand tu es en régime, en restriction, dans le contrôle, ton mental et ton corps se font un peu la guerre, se font pas confiance. Le mental cherche à tyranniser le corps cherche à survivre, donc va essayer de court-circuiter le mental, et donc il y a ce conflit permanent qui prend une énergie qui est énorme. Et une fois que tu arrives à faire la paix, donc tu pacifies ton alimentation, ton rapport au corps, les deux se remettent ensemble. Et effectivement, tu le dis justement, avant tu mangeais une salade parce que tu disais il faut que je mange peu de calories, il faut que je contrôle mon corps, il faut pas que je j'ai besoin d'être. Donc tu le faisais dans une énergie de peur de prendre du poids, peur de ne pas contrôler, peur de voilà. Et aujourd'hui, quand tu manges une salade, finalement le comportement dans l'assiette elle-même, mais l'énergie qu'il y a derrière, c'est une énergie d'amour. C'est j'ai envie de me donner des vitamines, des minéraux, j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai envie d'avoir de l'énergie, j'ai envie de me sentir légère, j'ai envie d'avoir une bonne digestion, j'ai envie d'avoir une belle peau. Et toutes ces choses font que tu le fais dans une démarche de bienveillance envers toi-même et d'amour. Et ça paraît bateau, mais c'est quand même c'est le sens, c'est radical. Fondamental, c'est ça. Et je pense que ce qui est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, je me pose des fois la question, comment c'était avant dans ma tête. C'est tellement, ça a tellement changé du tout au tout. Justement, aujourd'hui, je me pose absolument plus la question. J'ai envie d'un steak, je mange un steak. J'ai envie d'une pâtisserie, je mange une pâtisserie. J'ai faim, je vais manger. Il y a tellement plus aucune question que je me demande même comment j'avais réussi à me mettre dans des états pareils à l'époque pour ça, en fait, parce que aujourd'hui, ça me paraît presque fou, quoi, que j'ai pu me mettre dans un tel mal-être pour des raisons, quelque part en plus autant futiles, parce que d'apparence, futile, je sais pas, mais quelque part, oui, je pense qu'on est bien plus que je crois, un corps avec une apparence, quoi. Donc, non, effectivement. Et c'est marrant parce que justement, du coup, quand tu fais cette transformation à l'intérieur de toi, au niveau de l'amour de soi, en fait, après, tu rencontres aussi des gens qui t'aiment pour qui tu es et t'acceptent beaucoup plus facilement que quand tu es dans une énergie de crispation, de détestation de toi. En fait, tu crées par ta réalité interne, ton sentiment, ton rapport à toi-même, tu crées ton rapport à l'autre et au monde. Et ça paraît spirituel ou perché, mais en vérité, en fait, on l'expérimente quand on le vit. C'est certain.
Ouais, c'est certain. Moi, voilà, je me suis aussi formée au coaching, j'en ai fait beaucoup aussi à côté. Et c'est vrai que je vois en fait que toute cette énergie qu'on donne, on la reçoit dans l'autre sens. Donc plus elle est négative, plus on va attirer le négatif à nous. Moi, en 2018, j'étais dans une phase où plus de repères, beaucoup de solitude, beaucoup de négatifs en fait. Je me suis enfermée là-dedans, mais du coup j'attirais effectivement rien à moi, quoi. Alors que tout ce changement-là a fait aussi que tout à coup il y a de l'ouverture, il y a des nouvelles personnes, il y a des belles énergies qui se rencontrent, et puis moi je suis absolument sûre qu'on reçoit, qu'on récolte ce qu'on sème un petit peu. C'est vraiment ça, ouais. Et pour revenir à ton mode d'alimentation aujourd'hui, est-ce que justement tu as l'impression aujourd'hui de manger en pleine conscience ou intuitivement? Est-ce que quand tu manges, tu fais un effort pour ressentir les goûts, les textures, etc. Ou tu t'en fous et t'es juste... Non, je m'en fous. Ah ouais. Non, je m'en fous. Non, mais c'est exactement ce que j'ai expérimenté moi-même, du coup je suis curieux de savoir. Oui, non, alors par contre j'ai des fois... alors c'est marrant parce que maintenant j'ai plutôt le contraire qui m'arrive. Je tombe des fois presque dans l'autre extrême, c'est-à-dire que justement j'ai moins de plaisir à manger, et j'arrive plus à manger trop. C'est impossible pour moi. Alors qu'avant, je pouvais, quand je faisais des crises de compulsion, c'était indécent ce que j'arrivais à manger en une fois. Et là maintenant c'est plus possible, ça me rend vite pas bien en fait. Donc c'est marrant parce que là aussi c'est une transformation totale. J'arrive complètement à pas finir mon assiette si j'ai plus faim, à laisser, même des fois c'est ridicule, je laisse 3 trucs dans mon assiette. Donc, c'est hyper précis en fait. Ouais, c'est ça. Et parce que je sens que j'écoute et je respecte aussi, je pense que mon corps me dit. Donc il n'y a plus du tout ce besoin de... vraiment... Je suis tellement à l'écoute que du coup je mange moins, c'est vraiment tout différent. Et tu vois, c'est marrant parce que ce que tu dis par rapport à ça, c'est que en fait c'est les deux énergies opposées. À partir du moment où tu apprends à respecter tes besoins et tes envies, tu deviens capable de respecter tes limites. C'est ça. Quand tu te dis, quand j'ai envie de manger, je mange, du coup, tu te donnes aussi l'autorisation, en même temps, simultanément, d'arrêter de manger quand tu n'as plus envie de manger. C'est ça. Et tant que tu ne respectes pas tes besoins dans un sens, eh bien, tes limites n'existeront pas non plus. Exactement. Et donc, en fait, le problème, c'est que ça s'auto-entretient, parce qu'on se dit, ah non, mais moi, j'ai pas de limite, si je me laisse manger, j'arrêterai jamais de manger. Ouais. Mais en fait, le fait qu'on n'arrête pas de manger, c'est parce qu'on ne se permet pas de se donner l'autorisation de manger. Exactement. Et c'est complètement juste. Et moi, ça me frappe toujours parce que j'avais un ami qui me disait toujours ça, qu'il ne pouvait pas finir son assiette. Quand il avait plus faim, il ne pouvait plus manger, limite, ça le dégoûtait. Et moi, ça me paraissait du chinois ce qu'il me racontait. Alors que maintenant, vraiment, je le vis moi-même, quoi. C'est pas... je sens que c'est fondamental, quoi. Je peux pas forcer mon corps à manger plus que ce que j'aurais besoin, et je me demande même comment avant je pouvais faire ça, quoi. Parce que maintenant c'est juste plus possible. Ok, génial. Et aujourd'hui, puisque c'est aussi ton métier, si tu devais donner, je sais pas, 2-3 conseils à quelqu'un qui est dans cette phase où il il se rend bien compte qu'il y a un problème et que le lâcher prise est effrayant, qu'est-ce que toi tu recommanderais à cette personne, et quel est le plus important dans cette phase du processus où tu vois, on commence à regarder, consulter des vidéos, regarder du contenu autour de ça, mais que la peur elle est là, quoi. Ouais. Alors je pense que moi je poserais juste cette question à ces personnes qui sont dans l'hésitation. C'est juste de se poser la question, où est-ce que vous voulez mettre votre énergie en fait. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine de perdre des années de sa vie, quand même, parce que franchement on se pourrit la vie avec ces problèmes de nourriture, dans un combat contre la nourriture et contre une apparence et contre 3 kilos en trop, ou est-ce qu'on peut mettre cette énergie dans quelque chose de plus constructif, dans des projets, dans nos ressources, quoi. Donc moi franchement je poserais cette question, et je pense que c'est ça qui doit faire passer le cap, de se faire accompagner, d'avancer, de vouloir sortir une bonne fois pour toutes de ces problèmes, parce que c'est vraiment possible, et surtout franchement ça en vaut pas la peine, quoi. Une fois qu'on en est sorti, on se dit mais pourquoi
Donc voilà, c'est ce que je dirais. Bon, je crois que c'est les mots parfaits pour conclure cette discussion. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour conclure? Non, je te remercie. C'est toujours chouette de témoigner aussi là-dessus. Et puis voilà, je pense que moi, ça fait maintenant 4-5 ans. Donc j'ai aussi pas mal de recul. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Donc je pense que c'est intéressant. J'espère que ça intéressera les gens aussi. Et puis de leur montrer que tout est possible. Et puis voilà, on est toujours mieux quand on est en alignement entre son mental et son corps. Donc moi, j'encourage tout le monde clairement dans cette démarche. J'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, un immense merci Laurence d'avoir pris de ton temps et surtout d'avoir accepté de livrer ton témoignage qui, j'en suis sûr, beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans. Et en plus, tu l'as amené avec ta douceur naturelle et c'était extrêmement agréable comme d'habitude. Donc merci. C'est gentil, merci à toi. Et voilà, on vient d'arriver au terme de cet épisode. Je suis toujours en train de marcher et j'imagine que si vous êtes encore là avec nous à cet instant de la vidéo, c'est que probablement le témoignage de Laurence vous a plu et vous a intéressé. J'en profite pour vous rappeler que vous avez toujours la possibilité de demander un bilan personnalisé 100% gratuit. Concrètement, il s'agit d'un appel avec moi durant lequel on pourra faire le point sur votre situation actuelle avec la nourriture et avec votre corps. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste en dessous de cette vidéo pour recevoir votre accès directement par email. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention. Ça a été un plaisir de discuter avec Laurence et je vous rappelle que vous pouvez déposer toutes vos questions ou vos remarques dans l'espace commentaire de cette vidéo. Sinon, je vous dis à la prochaine.